Mais on va peut-être justement passer au jeu. Parce qu'on va aussi s'essayer pour pouvoir, nous, incarner une bâtarde ou un bâtard. Ou un bâtard, voilà. Alors, je vais... Hop. Normalement, c'est bon, vous voyez notre écran. Je vais peut-être mettre la musique si ça vous intéresse. Allons-y. Moi, j'ai un peu... Je peux juste dire pendant que c'est mis en place que donc, le jeu, il a été... déposé. Non, c'était pour la musique, le design, le graphisme en fait qu'on a pu mobiliser. Alors le graphisme, on l'a fait avec l'outil d'IA, un prompté avec un ingénieur de la P2AC, Florian Faucon. Donc c'est un user lab de l'université d'Angers. On a utilisé l'IA pour des raisons de temps et de contraintes de temps et aussi un peu malheureusement de budget. Donc c'est pas une fin en soi, mais ça a été très instructif de découvrir que quand on demandait je sais pas, chevalier Moyen-Âge, enfin vraiment un prompt très très basique, ou évêque Moyen-Âge, on avait des représentations horrifiques. Voilà, c'était donc ce que vous disiez en début de live, la noirceur, la laideur, la crasse, la violence, c'était gravissime. Je suis sûre qu'on peut faire un prompt là et voir à quoi ça ressemblerait. C'est effrayant. Donc ça a été très long de réussir à faire comprendre à ChatGPT que il y avait moyen peut-être d'avoir des choses moins horrifiques. On a essayé de donner énormément de clés de description qu'on trouvait à partir d'enluminures. Voilà, et là, quand je dis on, je pense notamment à l'ingénieur d'études qui a pu m'accompagner pendant 18 mois sur le programme, qui est Rebecca Bercan. Donc on a été 2 à essayer comme ça de concevoir des outils pour que advienne le jeu et son ambiance graphique. Et ça a été très compliqué. Et la musique, c'est pareil. Alors la musique aussi, on a fait avec un peu les moyens du bord et des musiques qui étaient qu'on pouvait acheter comme des assets sur Unity. Mais la musique dite médiévale, très grand public, plus ou moins libre de droit, elle est très déceptive, très compliquée. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je retravaille avec une musicienne, chanteuse, professeure au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon dans un autre format de médiation pour essayer de réinformer la musique médiévale. Donc là, ce qu'on entend, si vous entendez derrière ma voix, oui, un peu c'est une petite boucle de quête qui est pas trop qui renvoie à des Moi, usages. Je m'imagine sur mon cheval. Mais ça, avec c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on essaye de vous faire rentrer dans un château, etc., on a essayé de trouver des ambiances sonores, des ambiances en tout cas, pour répondre à un minimum des attentes de conception d'un jeu. Et ma foi... on a eu beaucoup de bruits d'ours, des ambiances de bêtes féroces, ce qui prouve bien que, en tout cas, quand on fait quelque chose qui est pas, qui est un peu modeste avec les moyens du bord, on va avoir de la bête sauvage, on va être dévoré par les loups et clairement, voilà. Je voulais juste dire ça avant de commencer. Donc, on a essayé de limiter la casse. Mais oui, donc oui. En tout cas, c'était pas satisfaisant ce qu'on pouvait trouver. Non, mais c'était pas... Mais vous avez fini quand même par trouver... On a trouvé. Mais ça nous permettra après aussi de parler justement de tout ce qui accompagne ce jeu. Donc, du coup, la première question, c'est pourquoi en fait développer un jeu ? Pourquoi un jeu ? Alors, il y a plein de raisons. Alors, d'abord, je vous ai dit, c'est un programme qui est... cette recherche, elle est soutenue et financée par l'ANR, donc c'est l'Agence nationale de la recherche. Et l'ANR, et c'est bien normal, comme les institutions publiques qui soutiennent des programmes de recherche, quels qu'ils soient, attendent on va dire, une articulation entre cette recherche scientifique académique et puis un public plus large. Voilà, donc... Ici, on est au bon endroit et peut-être même au meilleur endroit qui soit sur le campus pour parler de médiation. Donc, il y avait une attente en termes de livrable de médiation. Le premier livrable de médiation que j'avais imaginé au moment d'élaborer mon programme, c'était une bande dessinée parce que c'est des choses qui se faisaient, commençaient à se faire pas mal. Et puis à Thémos, mon laboratoire de recherche, notamment par le programme Enjeu, il y avait déjà une première expertise autour du développement et de la scénarisation de bande dessinée. Et puis, moi, mon programme, il s'est lancé en plein Covid. Donc, il a été assez déstabilisé dans le début de sa programmation. Et donc, il s'est un peu désarticulé dans le temps. Et au moment où j'ai pu vraiment commencer à remettre en branle les actions de recherche, on était en 2021, presque 2022. Et donc, j'avais eu le temps un peu de me dire qu'il y avait peut-être d'autres options. Et en 2022,
j'accueille quelques semaines mon neveu qui avait 12 ou 13 ans à l'époque pour des vacances et il a 12 ou 13 ans, il joue à des jeux vidéo et j'arrive à lui parler de ce que au Game Jam de Blois, au rendez-vous de l'histoire de Blois, voilà, il y a des doctorants qui ont ludifié leur recherche avec l'aide de professionnels du jeu vidéo. Et donc, je lui fais tester un petit jeu qui s'appelle Romanizer, un petit objet. Et ça prend, et il regarde. Et jamais il est resté aussi longtemps à me poser des questions. Bon, voilà. Donc, c'est parti de là. Et puis ensuite, je me suis dit que l'objet était... alors, c'est très important de partager que moi, je ne suis pas joueuse du tout. Donc, et pourtant, vous êtes sur Twitch aujourd'hui. Et pourtant, je suis sur Twitch. C'est pour ça que là, il se passe quelque chose dans ma vie. Non, je ne suis pas joueuse. Et en même temps, alors, ça m'a sans doute... ça a expliqué sans doute un peu de temps d'acculturation, un certain nombre de passages obligés. En même temps, ça m'a libérée aussi de beaucoup de pression, de contraintes, me dire oh là là, il ne faut pas que ça ressemble à ça, il faut... Bon, bref. Donc, mais ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est que l'intérêt du jeu, c'est d'abord sa portabilité. Alors, c'est vraiment un outil, le média du jeu vidéo, c'est sa portabilité. Il peut aller dans les salles de classe, parce que l'idée, c'est quand même aussi d'essayer d'accompagner une forme d'appropriation des siècles médiévaux, peut-être dans la classe de 5e, puisque c'est un tout petit peu au programme. Il est très présent aussi dans on va dire la culture de divertissement aussi de nos étudiants. Donc ça, le spectre, enfin et de mes étudiants en l'occurrence, que j'ai pu voir aussi à l'œuvre, notamment à la faveur de cours et de formations qui se développaient à peu près au même moment à l'Université d'Angers autour des enjeux publics de l'histoire, de la médiation de l'histoire, etc. Donc je fais travailler mes étudiants sur des objets de pop culture historique et ils arrivent ils sont nombreux à me faire des présentations passionnantes sur l'outil, jeu, etc. Donc c'est portable, c'est fluide. Ça permet quand même de toucher des publics très larges, de l'étudiant de premier cycle jusqu'à l'élève de 4e. Et puis on sait aussi aujourd'hui que c'est en gros les trentenaires qui jouent le plus aux jeux vidéo. Et oui. Et voilà. Et peut-être que... Alors, pas encore tout à fait, mais je suis dans la tranche d'âge, oui. C'est pas les tout petits qui jouent aux jeux vidéo. Et voilà, il y a un vrai spectre. C'est une génération qui a joué aux jeux vidéo et qui, du coup, a progressivement peut-être vieilli et finalement continue de jouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai un segment de public, j'ai des segments de public, donc ça m'intéresse. Et puis, j'ai le format. Et le format, moi, je me dis, le jeu vidéo, il va me permettre d'avancer par strates. Parce qu'une BD, si je n'ai pas stabilisé mon script, et un seul script, si je n'ai pas trouvé non plus mon scénariste ou ma dessinatrice, j'avance pas. Et ça implique des budgets aussi conséquents, parce qu'heureusement, on rémunère ce travail. Donc, je me dis, le jeu vidéo... Après tout, il peut être très basique, il peut être très pixelisé et être un parti pris graphique et pas être très exigeant non plus dans les mécaniques. En tout cas, c'est ce que je pensais. Vous auriez pu faire du pixel art, ça marche très bien aussi. J'aurais pu. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis, il peut avancer par étapes. Et si je n'y arrive pas, il y aura un début, il y aura peut-être un parcours au lieu de 2 parcours, il y aura quelque chose. Donc, c'est un format que je trouve très évolutif et c'est ça qui m'a intéressée. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de Marie-Lise Fier qui a travaillé sur les bâtards de Bourbon, qui a fait sa thèse sur les bâtards de Bourbon. Il se trouve qu'elle est aujourd'hui, elle était à l'époque aussi, enseignante dans le secondaire. Et dans le cadre de ses formations, elle est dans l'Académie de Clermont. Et dans le cadre de ses formations, elle a, son académie, son rectorat propose une formation sur le jeu comme outil didactique, pédagogique à amener en classe, qui est porté par un certain William Brou. Qui est un enseignant d'histoire-géographie, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire en jeu, et qui justement accompagne le grand public, mais aussi beaucoup les professeurs d'histoire-géographie, sur toutes les manières d'utiliser les jeux vidéo dans leurs cours. Et c'est vraiment passionnant. Et ce William Brou, on finit par l'intermédiaire de Marie-Lise Fier, par commencer à réfléchir. Et donc, en juillet 2022, commence à se croiser l'idée qu'un programme de recherche et le monde du jeu vidéo pour les classes de collège ou pour un grand public, c'est possible. Et c'est d'autant plus possible que, comme je vous disais tout à l'heure, il existe aussi cette rencontre dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois, par les Game Jam de Blois. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi tout un groupe de professionnels qui sont
informés et qui savent, dont le métier c'est de transposer de la recherche par du jeu vidéo, tout en gardant le côté jeu et en même temps en travaillant sur le média. Donc à partir de là, on commence à réfléchir à ce qui va être possible. Et moi, j'abandonne complètement l'idée de la bande dessinée. Et donc, arrive petit à petit cet objet. Alors, au début, je me disais aussi, ça va m'éviter d'avoir à reconstituer. On parlait de l'architecture, etc. Ces choses comme ça. Oui. J'ai cru que j'éviterais, je pourrais m'autoriser un peu des angles morts par rapport à la bande dessinée historique, qui par ailleurs se développe beaucoup et qui est de très grande. Il y a de la bande dessinée de très grande qualité aussi, produite, éditée. Et en même temps, voilà, c'est très engageant aussi pour les collègues historiens et historiennes qui se lancent dans cette aventure. Et je me suis dit, moi, je vais peut-être pouvoir faire des arrière-plans floutés. Enfin, voilà, essayer de ne pas mettre en scène, trouver du décor. En fait, je me suis rendu compte très vite qu'il allait falloir que je rentre dans un niveau de détail pour que ça fasse sens et puis que ça réponde à mon cahier des charges personnel qui allait être très, 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 très lourd. Et donc, vous avez passé beaucoup plus de temps que ce que vous pensiez sur le développement de ce jeu. Beaucoup plus de temps. En fait, on a commencé à... Donc, juillet 2022, on commence un peu à se dire, c'est l'idée, il faut qu'on aille là-dessus. Sur à peu près l'année 2022, de septembre 2022 à mai 2023, je réfléchis à monter un atelier de travail pour partager des pratiques avec justement William Brou, d'anciens doctorants qui ont gagné des Game Jam de Blois ou participé à des Game Jam de Blois. Voilà, et puis un certain nombre de collègues. Et puis, c'est par l'intermédiaire de cet atelier qui a été développé dans le cadre d'une journée d'études sur les écritures alternatives de la recherche en SHS à Nantes. On a, le partage de pratiques m'a permis d'identifier ensuite les game designers, producteurs, etc. qui pouvaient être utiles. Et donc, j'ai pu, c'est l'intérêt aussi d'avoir un programme financé, m'associer à un game designer qui est Louis Farcy, qui a travaillé une journée avec moi. Là, j'ai voulu en mettre tous les éléments. Donc, qui a travaillé, avec lequel j'ai pu engager un travail de consulting, en fait. Et puis, on aurait aimé pouvoir... donc là, on est déjà en janvier 2024. Donc l'année dernière... Voilà, on est en janvier 2024. Entre-temps, avec Rebecca Berkan, dont je parlais tout à l'heure, on imagine des tas de formes de ludification. On imagine des jeux de plateau, on imagine des jeux de cartes, des points bonus. On imagine plein de types de jeux. Et encore une fois, c'est un métier, la médiation. Donc on perd beaucoup de temps à ne pas savoir faire. Mais voilà, on ne lâche pas l'affaire. Et puis, la journée de travail avec Louis Farcy a permis d'abord de se dire que c'était possible. Malheureusement, un certain nombre de contraintes de calendrier et de budget ont fait que je n'ai pas pu continuer à travailler avec Louis Farcy. Et donc, avec Rebecca Berkan, tant qu'elle était en poste sur le programme, et puis ensuite toute seule. En tout cas, pour la conception, on a fait toute seule. Enfin, j'ai fini par faire toute seule à partir de juillet 2024. Voilà. Évidemment que concevoir un jeu, c'est déjà difficile, mais ensuite, il faut le coder. Et donc, j'avais besoin aussi d'une équipe de développement. Et là, j'ai été aidée par l'ingénieur filière de l'Université d'Angers, l'ingénieur filière SHS, Élise Piedfort, qui a trouvé que de l'autre côté de la rue, en fac de sciences, le M2, informatique, option conception, ma foi, ils avaient un petit peu des compétences, c'est un euphémisme. Et donc, il y avait une asso étudiante qui s'appelait PCI, Projet de cohésion en informatique. 3 étudiants de cette association ont dit, OK, nous on fait comme ça, des petits jeux, voilà. On veut bien s'associer, donc j'ai pu rémunérer aussi une prestation auprès de ces 3 étudiants. Et donc, pendant, je vais dire, de février à août, on avançait alors sur la conception du jeu, la scénarisation, les arborescences, etc. Et puis avec eux qui testaient en fait ce qui était possible de coder sur Unity. Et puis à partir d'août, surtout, mais il était déjà présent avant parce que notamment pour l'IA, le design, etc., l'ingénieur de la P2AC qui nous a, Florian Faucon, qui a pris le relais pour tout ce qui était code et donc développement. Mais donc ça a été assez long et ça a pris énormément de temps, long en temps et long et présent dans nos agendas de travail, parce qu'on l'a fait d'abord sans aide des professionnels, à part Florian Faucon qui est ingénieur de recherche, qui sait travailler sur le développement d'environnements virtuels, mais moi pas du tout.
Et donc, voilà, peut-être qu'on aurait été plus rapide si on avait été plus experte. Mais, c'est normal, mais vous avez quand même réussi à... Mais on a été au bout de quelque chose. Vous avez terminé le jeu, vous l'avez testé notamment pendant la nuit des chercheurs. La nuit des chercheurs, les 2 jours de la fête de la science. La fête de la science à Angers. Voilà. Et puis là, en décembre. Donc là, en fait, on a travaillé, parce que comme on était une toute petite équipe, on avait besoin des phases d'itération pour identifier les bugs. Et plein de choses, et puis avoir des retours sur l'ergonomie du jeu, des tas de choses. Et par exemple, à la faveur de la nuit des chercheurs, on nous a dit ça serait bien d'avoir pas juste les flèches directionnelles, mais le ZQSW pour les gauchers ou des choses. Tout à fait, ça, c'est un truc de gamer, ça. Et voilà, et ça, ce sont d'anciens étudiants que j'avais en licence 3 en 2023. Que j'ai retrouvé en master cette année, et parce que j'avais aussi commencé à en parler en L3. J'aurais dit, vous savez, parce que je voyais bien que mes étudiants jouaient, et donc j'avais dit, si vous voulez être un petit groupe de bêta-testeurs, et donc voilà, par exemple les touches là, ZQSW, ça c'est une info d'un de mes étudiants. Vous avez testé nombreuses fois. Ouais, on avait besoin donc de ces phases d'itération. Donc à chaque fois en fait, on a fait, donc là c'est la version 0.3, mais il y a eu 0.1, 2, etc. Et à chaque fois on avait eu à peu près presque 100-200 parties qui étaient testées pour qu'on puisse avancer. Et en fait, j'avais un parcours pour la nuit des chercheurs, le personnage qui fait une carrière, le bâtard garçon qui choisit une carrière de chevalier, pour faire court. J'en avais qu'un. Et puis pour la fête de la science, j'avais tous les parcours de garçons. Et puis pour la dernier petit temps d'interaction avec le grand public, c'était l'arbre de Noël des personnels de l'UA qui a permis, voilà. Et là, j'avais j'avais un parcours de filles, tous les parcours de garçons. Voilà. Et puis, il me restait encore un parcours de filles à faire. Donc, j'ai avancé petit à petit. Et le 8 janvier, on est arrivé à la version 0.3. Et je me suis dit qu'il fallait que le prototype, parce qu'évidemment... Parce que c'est un prototype, c'est pas terminé, quoi. Il fallait que j'arrête. C'est un prototype parce que tous les parcours ne sont pas jouables. On ne peut pas choisir le statut social des femmes, alors qu'il faudrait, etc. Mais ça représentait déjà énormément de trajectoires. Louis Farcy nous avait aidé à compter. Si on avait mobilisé toutes les variables, comme je le voulais, il fallait 432 trajectoires de vie, c'est-à-dire 432 axes avec des quêtes, des activités, des dialogues. C'est un travail énorme. Et accessoirement, j'enseigne et je fais de la recherche. Donc, oui, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que si un jour ce jeu est développé comme ça, il faut une équipe de développeurs. Il faut une équipe de développeurs, il faut des professionnels. Et des professionnels qui écrivent en fait tous les scénarios. Ouais. Voilà. C'est un travail monstre. C'est pour ça qu'en fait, on s'est axé sur l'idée que le prototype, un peu en preuve de concept, pour voir si ça pouvait intéresser, si ça répondait à un certain nombre de nos attentes aussi en tant que groupe de recherche. On allait identifier, d'abord, je voulais 2 filles, 2 garçons. Je voulais autant de filles que de garçons, pour ça j'insistais sur le A tout à l'heure de Filiam, qu'on puisse aussi faire jouer des filles, et parce qu'aussi je projetais peut-être un peu l'approche genrée du jeu vidéo. Des fois c'est quand même un peu plus les garçons que les filles, et je voulais que les filles, notamment les collégiennes, puissent se saisir aussi de cet outil. Et puis je voulais aussi qu'on ne joue pas qu'avec des chevaliers. Et justement par rapport aux représentations qui étaient dites tout à l'heure, je voulais aussi qu'il y ait des artisans, des moniales, des ecclésiastiques, qu'on ait une représentation de la société médiévale qui soit plus proche du réel historique et documentable. Donc je voulais des filles et des garçons, et puis je voulais qu'on puisse comparer les trajectoires de vie, justement, le degré d'intégration ou le degré de difficulté, le niveau de difficulté à s'insérer dans la société quand on est bâtard ou bâtarde. Et donc on a fini par choisir 4 profils, ce que j'ai appelé des potentiels d'insertion, que j'avais critérisé avant, etc. Et donc on a un haut potentiel d'insertion sociale, 2 parcours avec du moyen potentiel d'insertion sociale et du bas potentiel d'insertion sociale, de manière à ce que, sans avoir tous les possibles, on ait un spectre bien large des possibilités. Voilà. Okay. Mais à partir de là, c'est pas tous les possibles. C'est un peu... C'est très cadré quand même. Mais bon, on va essayer. On va essayer. Donc on va lire, je ne sais pas si vous voyez très très bien sur l'écran, donc on va lire les textes. Ouais. À chaque fois, les dialogues, enfin voilà, on va essayer. Donc, alors, le Moyen-Âge, c'est le nom que l'on a donné à une période de l'histoire qui a duré du 5e siècle à la fin du 15e siècle. En 1000 ans, les manières de vivre ensemble, de penser le monde, de façonner les paysages, de se nourrir, de se vêtir,
d'aimer, de frissonner, ont eu bien le temps d'évoluer. Donc, hop. Je t'invite à rejoindre les derniers siècles de cette société, quelque part entre les 14e siècle et 15e siècle. Dans la vraie vie, on ne choisit pas sa famille, on ne décide pas de naître, et moins encore de quels parents, dans quel groupe social, avec quelle chance ou quels handicaps sociaux. On ne choisit pas d'être l'aîné ou le cadet, d'être fille ou garçon. On ne choisit pas le statut marital de ses parents, s'ils sont mariés ou non bien comme il le faut. Et donc, comme le souhaitent les élites de la société qui élaborent les normes de comportement pour tout le monde. Élite, c'est-à-dire les nobles et puis le clergé. Là voilà, l'élite, c'est un concept pour dire les dominants ou ceux qui décident, en fait. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est l'Église, donc le clergé et oui, les nobles. Le pouvoir royal ou les pouvoirs urbains ou royaux. Mais ce n'est pas parce qu'on ne choisit pas qui on est qu'on n'est pas capable d'agir du tout sur qui l'on devient. C'était vrai aussi au Moyen-Âge sur certains points. Agir, c'est toute une histoire. Seras-tu capable de trouver ta place dans cette société en dépit des embûches, des inégalités de naissance, des incapacités que la société a construites? Fille ou garçon, tu es né de parents qui ne pouvaient pas vivre comme des époux légitimes, reconnus par la société, et qui, en te concevant, ont commis une grave faute au regard des normes de l'époque. Tu pars avec un handicap dans la vie. C'est très réjouissant. Mais voilà, il y a un problème. Comment jouer? Alors, tu construis ton personnage en choisissant des variables d'identité qui se combinent pour former un avatar que tu vas incarner le temps d'une partie. Pour cette première partie, on va peut-être faire plusieurs parties. Ouais. Pour cette première partie, alors c'est pas là qu'on choisit. Là en fait, mais c'est en fait voilà. On va choisir un garçon ou une fille et on va choisir à qui on est affilié. Voilà, à quel groupe social on veut. Le père sera de quel groupe social? Le clergé, voilà. C'est ça. Voilà, le clergé. Après en fait c'est expliqué. Ça après c'est la bourgeoisie et voilà. Avec cette nouvelle identité, tu chemines sur un territoire et évolues dans le temps d'une vie, un espace symbolique, politique et social, médiéval, est ainsi reconstitué pour faire sens dans les derniers siècles du Moyen-Âge. L'espace d'échange et de circulation qui s'ouvre à toi dépend de tes choix par des réponses à des quêtes que te propose une série d'acteurs sociaux que tu rencontres à la faveur de tes pérégrinations. Pas facile ce mot. Non, pas facile. Généralement, on ne le lit pas à voix haute, donc on est tranquille. Donc il y a un chronomètre. Ouais, on a un certain temps pour finir le parcours, donc 15 minutes. Là, on l'a testé à 15 minutes. C'est peut-être un des paramètres qui, une fois vraiment, dans une version qui serait améliorée, peut-être qu'il faudrait des chronos plus longs, mais c'est possible en 15 minutes. Donc on peut explorer la carte pour rencontrer les personnages qui nous aideront à évoluer. Clavier souris, dépasse-toi avec les flèches directionnelles ou les boutons ZSQD du clavier. Si le lieu comporte un personnage, tu peux appuyer sur la barre espace pour interagir avec lui. Et on a prévu, si jamais c'est nécessaire pour les classes, une interface pour les tablettes. D'accord. Voilà. Là, pour l'instant, on l'a sorti du jeu pour ne pas surcharger l'écran, mais ça pourrait être jouable sur tablette. Ok. Dans les lieux de la carte auxquels tu as accès selon ton profil, ton âge, tes expériences, tes capitaux sociaux, se trouvent des personnages, qui seront tes interlocuteurs. Ces échanges peuvent te permettre aussi de comprendre certaines des mécaniques sociales médiévales. Donc le jeu est basé sur les dialogues, tes réponses influencent ta partie. En fait, voilà, là, cette partie, ça permet d'identifier, même si il faut faire quelques parties des fois pour s'en rendre compte. Il y a un petit bouton continuer, donc pour faire avancer la boîte de dialogue, on clique. Voilà. D'accord. Gère au mieux ton capital matériel, mais ne néglige pas non plus de soigner ton capital de renommée. On appelle ça la fama. Ne t'inquiète pas si tu vois passer de temps en temps des mots en latin. C'est une langue très utilisée au Moyen-Âge pour exprimer les règles et les normes de pouvoir, notamment celles qui expriment le groupe des clercs. Tu verras, l'Église est une structure sociale et une institution qui détient bien des clés pour faire son petit bonhomme de chemin dans la société, mais aussi pour faire son salut après la mort. Fama et capital changent selon tes réponses. Donc là, ça montre les petits cartels qu'on a inclus dans le jeu. Donc le statut qui permet de voir comment on avance dans le temps. Alors, notamment les types de métiers ou les fonctions dans la société, l'âge que l'on a, les points de fama. Alors fama, c'est un mot latin qui veut dire renommée. En gros, on connaît aujourd'hui l'expression un lieu mal famé, c'est un lieu qui a mauvaise réputation. D'accord. Voilà, j'ai mis fama. J'ai maintenu un petit peu de latin parce que voilà. Et puis le capital qu'on a, qui est un capital symbolique, comme si on avait
une petite tirelire. Mais bon. D'accord. Et puis le temps, le chrono du temps. Et les lieux, alors le dernier cartel, il est censé aider un petit peu dans la mise en place du jeu, parce que quand on vous dit où aller, vous avez un des lieux du jeu qui clignote sur la carte. Parfois, c'est ce qu'on appelle des trouve-lieux. Il y a un gros point d'interrogation, c'est-à-dire que là, il y a des indices dans la quête où on y a déjà passé, donc il faut qu'on se rappelle. Il y a un peu un effet memory pour certaines choses. Ce qui fait qu'aussi l'idée, c'est c'est toujours l'idée de la théorie du flow, il faut que les joueurs rejouent. Et plus on fait de parties, plus on apprend des choses en lisant les dialogues. Donc il faut aussi qu'il y ait une espèce de petite carotte pour les joueurs qui auraient déjà fait des parties. Les lieux sont toujours au même endroit, les personnages dans les lieux sont toujours les mêmes. Donc avec un petit effet mémoire, voilà, c'est plus facile. On peut peut-être aller plus vite et donc finir les parties. Les expériences de vie se partagent au sein de communautés sociales, de groupes sociaux, mais aussi parfois entre groupes sociaux. Si tu rejoues une partie et construis un autre profil d'avatar, peut-être sauras-tu mettre à profit ce que tu as appris une précédente expérience de jeu. Alors, cap ou pas cap de trouver ta place dans la société, même né bâtard ou bâtarde. Voilà. Quand la partie est terminée, tu peux apprécier ton parcours. Tu pourras choisir de recommencer avec l'identité choisie en début de partie ou repartir sur le menu pour en choisir une. Et donc la fin de partie, ce qu'on a appelé la scène 3 dans la construction du jeu, la fin de partie, elle permet de jauger ses scores. Et puis on peut imaginer peut-être au sein d'une classe de comparer ses scores en fonction d'où on part, etc. D'accord. Alors, on joue une fille ou un garçon ? J'ai envie de jouer une fille, moi. Jouons une fille. Qui s'appelle Marguerite. Donc après, il faudra cliquer sur Marguerite. Voilà, c'est des petites choses... Alors, non, alors en fait, faites suivant. À quel groupe social Alors, on peut pas choisir ce Là, j'ai pas choisi le profil de Marguerite, fille bâtarde d'un bourgeois. Donc, c'est ou un profil d'aristocrate, fille d'aristocrate, ou fille de clerc. C'est le parcours le plus compliqué, dans le sens où c'est le bas potentiel d'insertion sociale. Clerc ? Ouais, une fille de clerc. D'accord. De clerc. Donc, si est-ce qu'on joue dans la difficulté ou pas ? Moi, je conseillerais pour appréhender un peu le jeu de commencer plutôt par avec un aristocrate. Il y aura plus de d'accord. Voilà. Parce que l'idée quand même, c'est que les parties, même si elles sont simplifiées, soient plausibles et elles sont dans ma tête en tout cas toutes articulées à des références documentaires. Enfin voilà, donc il y a des parties qui sont beaucoup plus contraintes parce que il y a moins d'opportunités d'insertion sociale et puis il y a aussi moins de sources pour connaître certaines de ces vies. Ok. Voilà. Donc, en tant que fille d'aristocrate, donc mon père est un aristocrate dans le groupe des laïcs. Les puissants sont ceux qui assurent des pouvoirs de commandement sur les hommes et les terres. Ils se singularisent par leur mode de vie qui doit marquer leur supériorité sociale, leur maîtrise des arts de la guerre et du combat, leur inscription dans les réseaux de fidélité à plus puissants qu'eux, jusqu'au roi. Ils forment une élite sociale et politique. À quel groupe social appartient ta mère ? Alors là, j'ai pas trop le choix. Typiquement, en fait, pour les mères, on n'aura jamais le choix. Mais je voulais montrer que ça pourrait être un jour peut-être les autres mères. Ça, c'est la paysanne, bourgeoise. C'est très caricatural. Et puis aristocrate. On a eu beaucoup de mal à prompter un costume à peu près raisonnable d'aristocrate. Donc c'est vraiment... Voilà, collègues spécialistes du costume et de l'histoire des femmes, ne regardez pas le costume de cette mère aristocrate. Ce n'est pas très précis. Donc dans cette histoire, la mère qui t'a mise au monde est aussi membre de l'aristocratie, mais ton père n'est pas son mari et elle n'est pas son épouse, tu es née d'un adultère. Voilà. À toi de jouer Rendez-vous à la cathédrale. Donc... Alors là, voilà, là c'est pas très dur. J'ai juste à monter comme ça. Donc on a un petit repère, un petit effet de caméra pour se repérer sur un territoire qui est un pays qui n'existe pas, pour savoir à peu près où on se trouve. Donc, ici. Voilà. La cathédrale, elle clignote, on rentre dessus. Comme on a une ligne jaune, on sait qu'il y a un personnage à l'intérieur et on va pouvoir... voilà. Père Guillaume. Donc, la première personne qu'on rencontre. Tu n'es encore qu'un tout petit enfant sonnet. Un enfant. Dit-on en latin. Enfant ? Infant. Je ne sais pas trop comment on prononce le latin. Oui, on fait comme on veut alors. Celui qui ne peut ni ne sait parler, penses-tu que les adultes qui prennent soin de toi vont faire le choix de te confier à moi pour que je te baptise ? Es-tu capable d'entrer dans la communauté des chrétiens bien que n'aie marqué par le péché et la faute de tes parents ? Donc, alors pour avoir déjà testé un jeu, je sais que si on n'est pas baptisé, c'est mort déjà. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est... voilà, donc là après, il y a... Je suis cap.
Il y a je suis cap ou je ne suis pas cap. Si on met je ne suis pas cap, ça permet de dire d'emblée. En fait, j'avais besoin de cette question basique parce que l'une des représentations stéréotypées, c'est oh bah non, le bâtard est tellement exclu qu'évidemment on va pas le baptiser. Enfin non, c'est vraiment un paria de la société. Alors que là, ça serait la pire des erreurs, c'est d'imaginer que l'Église aurait conçu un statut pour contraindre des parents à rentrer dans le mariage chrétien et n'aurait pas accepté qu'on baptise, c'est-à-dire qu'on fasse des chrétiens, des gens dans la norme pour les siècles du Moyen-Âge, européens, etc. Donc j'avais besoin de cette expérience d'échec qui a été très régulière chez à peu près tous les joueurs. Moi, la première chose, je me dis bon bah non, je vais pas me baptiser, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est fini. C'est fini, voilà. Donc voilà, bon, vous savez, on vous a spoilé. Voilà. Mais bon. Mais l'idée, c'est d'apprendre de l'erreur. C'est ça. Voilà. Donc je suis cap. Le premier des soins spirituels, même pour une bâtarde, c'est bien le sacrement du baptême. Te refuser ce sacrement serait une faute grave. Voilà, donc j'ai quand même été très prof dans mon jeu parce que dans mes boîtes de dialogue, je donne les réponses et je fais le corriger. Il y a le corriger quand même. Donc, Mais c'est bien, ça nous permet d'apprendre des choses. Te voilà intégré à la communauté des chrétiens. Juste petite remarque, pour rassurer tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogue à certains moments, on a arrêté le chrono. Ça, c'est quelque chose qui est né de l'itération. Les joueurs nous ont dit c'est pas possible. Si on veut lire, on perd. Parce que le temps de lire, le chrono tourne. Donc, on a arrêté. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire, les questions et les réponses, le temps de réfléchir, et le chrono s'arrête. D'accord. Oui, j'ai vu que ça s'était arrêté tout à l'heure. Et si vous avez remarqué, votre statut, vous êtes toujours un enfant, vous avez 0 ans, alors ça c'est parce qu'on n'arrive pas à faire quelques mois. Votre capital de fama est monté à 5 parce que vous avez accepté le baptême, et comme vous êtes fille d'aristocrate, vous avez un petit pécule de base qui est 25. D'accord. Qui correspond pas à une réalité. Enfin, il n'y a pas d'argent de poche pour les filles de l'aristocratie. C'est juste pour commencer à créer des rapports en fait, de relations entre les parcours. Donc le père Luc, autre personnage, né fille dans l'aristocratie et qu'importe presque que tu sois naturel et illégitime, il faudra qu'on trouve pour toi comment soutenir le lignage de ton père. Donc en fait c'est l'Église qui s'occupe d'elle. Pour l'instant en fait l'Église va lui... Alors évidemment l'Église ne parle pas, enfin les clercs ne parlent pas directement à ce nourrisson. Infant, ça veut dire vraiment le nourrisson, celui qui ne parle pas encore. Il parle à ses parents. Là ce qui m'a manqué c'est de montrer justement le groupe, les proches, etc. Mais c'est l'Église qui pose les normes. Et c'est pour ça que mes premiers personnages, et sans vous spoiler les autres parties, tous les débuts de partie se font avec des interactions avec des clercs, parce que les normes sont vraiment, surtout 13e, 15e siècle, posées par l'Église et complètement acculturées, complètement acceptées. Le fait que ce soit l'Église qui pose les règles, ça, même pour les grands princes, c'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles. Après, les grands princes ont des stratégies pour les contourner, mais en tout cas, personne ne remet en question le fait que la règle du jeu, elle est posée par l'Église. D'accord. Comme ça, c'est cette manière de s'inscrire dans le monde, dans la société. Il te faudra sans doute consentir à devenir épouse et mère quand tu seras en âge d'être fiancée puis mariée. À toi de choisir. Donc là, on va avoir un choix. Donc on peut appuyer sur... Voilà. Soit, si devenir une prude femme, c'est se destiner au mariage, fonder une famille honorable et veiller aux bonnes mœurs de chacun, j'y consens quand j'aurai atteint l'âge de la majorité canonique. Qui correspond à quel âge ? Alors, c'est l'âge auquel on est censé pouvoir se marier. Donc, théoriquement, c'est 12 ans pour les filles. Ah, mais super. Personne ne se marie à 12 ans. C'est juste que c'est l'âge de la... Et généralement, à quel âge ? Alors, dans l'aristocratie, on peut être marié très très jeune parce que c'est pour anticiper un peu. Voilà, mais après, c'est 20, 25 ans. D'accord. Donc, c'est plutôt des âges... normaux, j'ai envie de dire, même si ça ne veut rien dire. Mais bien sûr, en fait, mais c'est pas, la pas représentation des enfants, quoi. Que de marier les petites filles à 10 ans, non. Par contre, on les... comment dire ? Il y a des stratégies matrimoniales. On les formate un peu. Ah ben ça, on les éduque qu'à ça et ça va être un peu mis en place dans le jeu, mais on peut les promettre. Les familles peuvent, notamment dans l'aristocratie, et là, comme on a une petite fille de l'aristocratie, elle peut être promise parce que ça permet de sceller des paix, de conforter des paix, des alliances, etc. Mais il ne faut pas imaginer qu'on marie les petites filles à 12 ans. Par contre, avant 12 ans, le mariage est illégitime. Après 12 ans, il peut être légitime s'il est consenti, en théorie, consenti par la fille elle-même. D'accord. Donc si elle est... Ok.
Donc en tout cas, là, notre petit personnage a encore sa petite tête d'enfant. Il n'est pas question de la marier à 2 ans, c'est clair. Donc sinon, l'idée de grossesse à répétition, très peu pour moi. Quitte à l'épouse de quelqu'un, autant que ce soit directement celle du Christ. Quitte à être l'épouse de quelqu'un, autant que cela soit directement celle du Christ. Donc là, on a... Voilà, donc soit je me marie plus tard, soit je deviens sœur, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, on va tenter celle-ci. Tu auras une vie de laïque. C'est au château que tu seras éduquée, d'abord par ta mère, puis auprès des femmes du lignage de ton père. Éléonore, mère de Marguerite. Marguerite, ma fille, tu es à un âge de la vie où tu ne pourras pas encore parler. C'est l'infantia. Trouveras-tu ce que les médecins et les pédagogues conseillent de t'appliquer sur les gencives pour favoriser la poussée de tes dents, qui t'aidera à acquérir au mieux le langage. Ah oui. Donc là, bon, j'ai fait des petits QCM. Éléonore, mère de Marguerite. Oui, alors ça, oui. Ah oui, pardon, j'avais pas... Non, mais à chaque fois, en fait, comme la boîte de dialogue est restée au même endroit, voilà. Donc là, Donc, qu'est-ce qui est... Du clou de girofle et de l'argile, du ketchup et du sucre, bon, ça, j'y crois pas trop. Du sel, gemme et du miel. Alors, avec quoi on fait pousser les dents d'après les traités pédagogiques? Je dirais du clou de girofle et de l'argile. Mais Et non. Je perds 1 minute. Ah. Et oui, à toi de jouer. Après, voilà, elle repose la question. Hop. Donc du sel, gemme. Bah ouais, parce que le ketchup. Non, c'était sûr que c'était ça. Non, c'était pas ça. En effet, c'est ce que prescrit le médecin Aldebrandin. De Sienne. De Sienne, dans son traité du XIIIe siècle. D'accord. Voilà, donc ça devait faire un peu mal, mais voilà, c'était une manière. En fait, j'ai essayé de trouver des petits QCM, enfin j'ai glissé des petits QCM comme ça pour des petites choses, pour apprendre des petites choses. Et puis pour essayer de montrer aussi derrière, c'est que les premiers soins destinés aux enfants, qu'ils soient naturels, donc illégitimes ou pas légitimes, sont assurés par les mères, les nourrices et les mères. Donc voilà, je suis dans un environnement qui me permet de garantir quelque chose de cohérent. D'accord. C'est la mère qui, évidemment, elle ne parle pas à sa fille comme ça, mais qui va être mise en responsabilité des premiers soins, des langes, que l'enfant acquiert la parole, la marche, la propreté et les premiers rudiments de la culture chrétienne, voilà, les premières prières, les premières choses. Donc elle leur faisait le catéchisme en quelque sorte. Oui, mais avant ça, tous les soins de puériculture. Et tous les soins par les mères. D'accord. Je sais plus où j'étais. Donc voilà, donc là, si tu étais née légitime, je t'aurais sûrement gardé auprès de moi. Voilà. Pour t'enseigner les rudiments de la foi et comment devenir une épouse vertueuse et une bonne mère. Mais tu vas grandir auprès de la parenté de ton père naturel qui est puissant. Tu y recevras l'éducation qui convient aux enfants de ton rang. Je te confie à ta nourrice, trouver le château de ton père, Sire Robert. Il se trouve au nord, derrière la forêt. Voilà, donc c'est là on a un premier trouve-lieu. On va sortir de l'église, qui est le point de départ de ce jeu-là. Pour d'autres parcours, on quitte les lieux beaucoup plus vite. Donc là, elle a grandi. J'ai 7 ans, et donc là, l'idée, je vais au nord. Ouais, il faut aller au nord. Donc je trouve le château de mon père. Il faut trouver le château et au nord. Il est puissant. Il est puissant. Voilà. Donc là, il n'y a que des petits châteaux. Après, si on veut, en fait, par exemple, si on passe sur un château qu'on veut voir, on clique, on va voir. Constance dit, plaît-il, tu perds 1 minute, c'est le mauvais château. Voilà. D'accord. On peut rentrer dans les lieux et bon, après, il va falloir cliquer sur oups pour pouvoir repartir, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, j'imagine s'il est puissant, je dirais... Ah non, c'est le château de Sir Hugues. Non, elle a dit qu'il s'appelait Robert, mon père. Voilà, c'est Sir là. Robert. J'ai trouvé. Sir Robert. J'ai trouvé le château. Donc il est puissant, mais pas aussi puissant que. Donc c'est un vassal de. Voilà, compris. Ça y est. Ça servira plus tard. Bah, c'est des petites notions, je retiens quand même après le. Quand même, c'est bien. Donc Isabelle, qui est la demi-sœur légitime de Marguerite. De Marguerite. Alors comme ça, c'est toi la nourrie de mon père, celle qui va être élevée au château. Moi, je suis sa fille aînée, légitime. Sauras-tu résoudre cette devinette qu'on enseigne souvent aux enfants? Ma mère porta un enfant, mon père l'engendra. Ce n'est ni son fils ni mon frère. Qui est-ce? C'est mon propre frère, c'est ma propre sœur. C'est la donnée de mon père, ma demi-sœur bâtarde. Ma mère porte un enfant, mon père l'engendra, ce n'est ni son fils, ni mon frère. Qui est-ce? Ma mère, sa mère à elle. Il faut essayer, sinon. De toute façon, au pire, moi, je dirais... Ce n'est ni son fils, ni mon frère, donc c'est forcément une sœur, je pense. Ouais.
Donc il y a 2 sœurs. Donc il y a 2 sœurs. Ma mère porta un enfant, mon père l'engendra. Elle a donné de mon père ma deuxième sœur bâtarde, mais c'est pas la mère qui l'a portée. C'est bien ça. Et là, en fait, c'est une vraie devinette du Moyen-Âge, parce qu'on enseigne beaucoup par la devinette au Moyen-Âge, et en gros, là, au XIIIe, XIVe siècle. Et ça me permet d'introduire un vocabulaire spécifique au genre au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on dit toujours que c'est le père qui engendre et la mère qui enfante. Donc, tout ce qui relève du discours sur la génération, l'engendrement, il est toujours masculin, il est toujours pensé au masculin. La mère, elle ne fait qu'enfanter. Et ça a des incidences sur la manière ensuite de représenter la filiation. Oui, en fait, ça veut dire que la mère, elle est juste là pour porter les enfants, mais elle donne pas de... Alors après, dans la manière dont se construit l'héritage et la famille, on est en bilatéral. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a une filiation cognatique au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on hérite autant de son père que de sa mère, alors qu'on pourrait n'hériter qu'en ligne paternelle. C'est ce qu'on appelle une filiation agnatique en anthropologie. Donc là, on hérite potentiellement des 2 branches, mais par contre, dans les discours, et notamment parce que c'est très influencé par le discours biblique, on dit toujours que c'est le père qui engendre et la mère qui enfante, et ça, malgré tout, l'engendrement, c'est ce qui produit la génération, c'est ce qui produit l'inscription dans la parenté. Et donc, il y a quand même une sorte de valorisation du masculin sur le féminin dans la manière dont se produit la parenté. Et ça, c'est... Enfin, la généalogie. La parenté, pas seulement. Et ça, c'est resté, en fait. Et ça, c'est resté longtemps. Et des fois, ça reste encore maintenant. Oui. Voilà. Et puis, ça me permet de placer aussi l'idée qu'on appelle donner, donna, c'est une manière de retrouver dans les sources les bâtards. Parce qu'on voit, ils sont nourris nourris, ça veut dire accueillis, éduqués par les familles paternelles. Et les donnés et les donnas, ce sont ces enfants bâtards qui, contrairement peut-être aux idées reçues qu'on peut avoir, où ce serait la fille mère, ce sont les familles des pères qui éduquent, qui prennent en charge les bâtards. Donc, Marguerite, tu es ma fille naturelle, bâtarde. S'il m'incombe de pourvoir à tes moyens de subsistance, les aliments qu'impose le droit de l'Église, je peux aussi décider que te marier est la meilleure option pour soutenir les intérêts de mon lignage. Obéiras-tu à ton père ? Oui, je t'obéirai. Je refuse le mariage. Alors, eh bien non. J'ai été choisie à l'école de vertu et de perfection depuis ma plus tendre enfance. J'ai appris les articles de la foi, comment me tenir à l'église, bien me confesser, à fuir les vices et les 7 péchés mortels. J'ai en effet appris qu'il faut honorer ses parents, mais j'ai aussi compris que quitter son père et sa mère pour entrer au monastère est un projet plus honorable encore. Je refuse le mariage. Oui, je t'obéirai. Depuis mes plus tendres années, les femmes au château qui ont veillé sur mon éducation me préparent à devenir mère, donc épouse. Alors je consens à ce projet de vie. Donc on a encore le choix. Oui, il y a plein de... J'ai pensé plein de choix. Donc ça veut dire que là, on peut toujours dire « Ah ben non, finalement, je veux me retirer dans les ordres. » Je veux pas me marier. Et par exemple... je ne sais pas si vous avez en tête un livre qui a quelques années qui s'appelle Le domaine des murmures de Carole Martinez, qui est une autrice. Elle a écrit un roman inspiré de Georges Duby, elle l'explique, un médiéviste très important dans l'historiographie, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui refuse le mariage. Et pour refuser le mariage, en fait, le mariage, on comprend bien, c'est quand même absolument... Même si on dit qu'on y consent, quand on est une fille ou un garçon, c'est quand même quelque chose qui est très... Il y a une violence quand même à être mis dans le lit et entre les bras d'un homme ou d'un garçon, voire parfois d'un homme âgé qu'on n'a pas choisi. Donc pour certaines femmes, la voie du monastère, même si aujourd'hui on pourrait imaginer ça comme une très forte contrainte sur les corps, la liberté, etc., c'est une manière d'éviter une espèce de se protéger en quelque sorte. De protéger aussi son corps, sa liberté, de ne pas aliéner son corps au droit du mari. Voilà. Donc je voulais pouvoir mettre ça un petit peu en perspective et puis dire malgré tout, même si encore une fois il y a une très forte... On essaye de l'entendre dans la manière dont le père parle. Il y a une très forte contrainte familiale et parentale sur le fait qu'il faut se marier. Malgré tout, il y a quand même cette idée dans l'Église médiévale que le mariage doit être consenti par les filles comme les fils. Oui. Et donc, voilà. Donc, et puis, ça permet aussi d'imaginer... donc, soit on consent, soit on va aller se protéger au monastère comme... Je vais aller jusqu'au bout. On va voir.
Mais là, il n'y a pas de mauvaise partie, en fait. Non. À part si on se fait pas baptiser. Voilà, à part si on se fait pas baptiser, là, on perd. À la bonne heure, je pars de ce pas à trouver les fonds nécessaires à l'établissement de ta dot. Car pour une bâtarde, ce n'est pas une mince affaire. C'est quand même moins rentable que pour une fille légitime. Retrouvons-nous à l'église cathédrale. Alors, ce que je peux déjà partager, parce qu'on n'aura évidemment pas le temps de faire les 27 parties, c'est que on va se rendre compte que les filles ont beaucoup moins de déplacements dans la carte. Elles vont à peu près... Il y a une pendularité. On va de la cathédrale au château. Ensuite, elle ira au château de son mari. Les garçons bougent sur toute la carte. Et ça, en fait, ce qui peut... Voilà, est-ce que c'est représentatif des déplacements géographiques des femmes même si les femmes, par exemple, suivaient leur mari, même en croisade, etc., dans l'aristocratie, elles étaient loin d'être confinées toujours au château. Il n'empêche que dans les représentations, l'espace domestique, c'est pour les femmes et l'espace public, c'est pour les hommes. Donc, c'est sûr que si on veut vraiment explorer la carte, il faut prendre un parcours de garçon. C'est un peu frustrant quand on veut jouer une fille et quand on veut jouer le jeu justement de jouer une fille, mais en même temps, cette frustration et cette concentration un peu de l'horizon, c'est pas juste que je commençais à fatiguer et que j'avais plus d'idées. Non, c'est une réalité aussi de l'époque. Même si c'est vrai que j'ai fait les filles à la fin. Te voilà mariée à la face de l'église. Alors, j'ai 12 ans. Hein, si on voit en haut, j'ai 12 ans. Mon Fama est à 65 et mon capital 90. Donc, je me voilà mariée à la face de l'église avec un fils de vassal de ton père. Donc, encore un plus petit château. Encore un plus petit château, ouais. Trouve la seigneurie de ton époux Humbert. C'est rigolo. Elle se trouve à côté du château de ton père sur une rive du fleuve. Tu as 60 secondes pour ce cortège. Ah oui. Oui, parce que quand même, sinon... voilà. J'y vais. J'y cours. Donc... Il est à côté de chez mon père, sur une rive. Ouais. Moi, je dirais que c'est un petit château là-haut. Encore un petit château à côté d'un... Avec les petites cabanes en bois. Non, ça, c'est pas un château. C'est pas un château ? Ok. Plus petit château ? Après, petit, quoi. Pas grand. C'est là. Sur Humbert, voilà. Bord de la rivière. Bon, ça va, il a pas l'air si vieux que ça. Non, mais bon, il a plus que 12 ans, quoi. Il a clairement plus que 12 ans. Mais bon. Ma toute jeune épouse, chère amie, comme je suis aise de vous accueillir dans votre nouveau foyer où sera parachevée votre éducation. Donc, c'est eux qui terminent l'éducation de la jeune fille. Donc, j'imagine par des intendances ou oui, après, tout dépend de l'entourage ou de la cour de ce petit seigneur. Mais... Oui. Bon, oui. Laquelle de ces propositions ne trouvera sans doute pas sa place dans les traités d'éducation dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture ? À toi de jouer. La salvation de l'âme et la paix du mari sont les deux choses les plus importantes qui soient. D'accord. Comment accroître la prospérité du ménage, élargir le cercle de ses amis et préserver son bien ? Comment user au mieux des fards et poudres pour rehausser son teint ? Jeux et ébattements assez plaisants pour avoir contenance et manière de parler aux gens en société. Donc laquelle de ces propositions je ne trouverai pas ? Dans des traités d'éducation. Moi, je pense que c'est là, il y est. Ouais. Comment accroître la prospérité du ménage et élargir... je sais pas. Comment user au mieux des fards et poudres, jeux et battements assez plaisants pour contenance... Ouais. J'hésiterai entre ces deux-là. Je vais cliquer sur celle-ci. Et non. D'accord. On lit bien cela dans le traité didactique du XIVe siècle intitulé « Le ménager de Paris ». Retends ta chance, j'ai perdu 1 minute. Comment user au mieux des fards et poudres ? Bravo ! En fait, je me suis dit, j'hésitais parce que je me suis dit c'est peut-être un peu tôt pour utiliser tous ces trucs-là. Je le voyais plutôt plus tard. Justement, ça, on ne le trouve pas dans les traités pédagogiques. Tout le reste, on le trouve dans les traités pédagogiques. Alors là, j'ai joué un peu avec... j'ai joué avec ces titres de chapitres de traités pédagogiques. En fait, évidemment, dans les critères de beauté de la femme, telle qu'elle s'établit dans les traités pédagogiques du XIIIe, XIVe, XVe siècle, le teint blanc, le teint le plus clair, de quelqu'un qui ne serait pas dehors, justement, c'est ce qui est valorisé. Ça marque la différence avec quelqu'un qui travaille dans les champs, par exemple. Exactement.
ou avec le chevalier parce que par contre les critères de beauté de l'homme, ça va être les rougeurs, une certaine forme de rougeur qui dit la chevauchée, etc. D'accord. Donc on peut aussi imaginer ensuite des petites augmentations du jeu avec d'autres types de sources. Et puis évidemment on ne se farde. Enfin voilà, le fard a une très mauvaise réputation, ce sont les prostituées qui se fardent. D'accord. Et puis cette idée que le teint doit être clair. Oui, donc c'est pas associé à une... Voilà, mais par contre tout le reste, tenir son ménage, élargir le cercle de ses convives, tout ça, ça se trouve dans ce manuel de tenue de ménage du XIVe siècle. D'accord. Alors, il nous dit « La pâleur est gage de pudeur. Je vous autorise donc à rejoindre votre prêtre confesseur à l'église, car je n'aurai pas à rougir de malséant de votre part. Vous connaissez le chemin. » Eh oui, parce qu'elle retourne à l'église. Et donc, je retourne à l'église. Ouais, elle retourne à l'église. Vous auriez fait beaucoup plus de trajets si vous étiez devenu... Enfin, vous auriez beaucoup plus bougé si vous étiez devenu monial, en fait. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose de contre-intuitif. On s'insère beaucoup mieux, je vais le dire, dans la société quand on prend les parcours ecclésiastiques. D'accord. Très intéressant. Alors, tu es une épouse qui fait preuve d'un comportement exemplaire, mais sauras-tu témoigner aussi de ta charité envers l'Église ? Ah oui. Es-tu capable de faire un don pour l'Hôtel-Dieu qui recueille les pauvres enfants abandonnés et peut-être les petits enfants bâtards qui n'ont pas eu ta chance ? Donc là, on a un capital à 95. Je n'ai pas tellement envie qu'on se rappelle que je suis moi-même née avec cette macule de naissance. Oui, j'ai quelques biens qui me proviennent de ma dot, un don à l'Église contribuera aussi à sauver mon âme. J'imagine que ça aide. Ça aide. Mais on peut répondre non, et le jeu continue avec d'autres... ça crée de nouveaux embranchements dans le jeu, et il se passe d'autres choses. Donc en fait, on peut refaire chaque partie et choisir une à part les vrais faux, mais ce qu'on a appelé les quêtes oui-non, créer une autre branche et un autre chemin, et il se passe autre chose. D'accord. Je vais essayer autre chose. Une bonne épouse, ça doit être une bonne chrétienne. Je suis une mauvaise chrétienne. Bon, j'ai perdu. Pas de chance, c'est perdu, mais parce que le chrono était fini. D'accord. Tu es née d'un adultère, mais avec un assez haut potentiel d'insertion sociale pour une bâtarde fille d'aristocrate. Tu finis épouse à l'âge de 25 ans. Ton capital est de 95, ton fama est de 60%. Tu n'as toujours pas fait les meilleurs choix pour t'insérer au mieux dans la société médiévale. Pas toujours. Donc je recommence et je vais essayer... Ah non, c'était... Ah oui, je voulais pas recommencer. Après, il faut... Comment on fait pour... Échappe. Moi, ce que je voudrais dire, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que quand j'ai fait ma dernière présentation, il y a un des jeunes joueurs qui, justement, voulait finir la partie à essayer de se planter. Il a compris qu'à chaque fois qu'on rentrait dans un mauvais lieu, on perdait une minute. Donc, il est rentré dans plein de mauvais lieux et il a trouvé comment craquer le jeu. Il a récupéré du temps en faisant toute une série de manipulations. Donc, voilà. Donc, il y a moyen de craquer le jeu en trouvant une combinaison de mauvaises réponses. D'accord. Voilà. Je vais essayer avec un garçon. Essayons avec un garçon. Là, on a encore un peu de temps. On va dire que... il peut être... Est-ce qu'on essaie à la bourgeoisie On peut essayer la bourgeoisie. On peut changer un peu. Ton père est un bourgeois dans le groupe des laïcs. Ceux qui travaillent et contribuent à nourrir, vêtir ou équiper les autres acteurs de la société peuvent vivre à la campagne, les rusticies ou dans les villes. On appelle bourgeois les habitants des villes. Le sens juridique de ce terme prend aussi un sens social pour désigner ceux qui, en ville, appartiennent à une élite sociale, exercent des métiers relatifs à la gestion de biens, au commerce, aux finances, au droit. Ils exercent des fonctions de gouvernement urbain. Ils appartiennent à l'élite sociale citadine. On n'a toujours pas le choix. Oui. En fait, on a toujours fait au plus simple, c'est-à-dire des adultères, mais dans des groupes sociaux homogènes. Okay. Mais parce qu'après, on pourrait avoir des adultères dans des groupes sociaux très hétérogènes, et donc évidemment, les capacités, les potentiels d'insertion sociale sont moins évidents. Et il peut y avoir aussi plein d'autres types de bâtardise. En fait, la typologie, elle est beaucoup plus large que juste l'adultère. D'accord. Dans cette histoire, la mère qui t'a mise au monde est aussi membre de la bourgeoisie, mais ton père n'est pas son mari et elle n'est pas son épouse. Tu es né d'un adultère. Allez, la cathédrale. Mais là, normalement, on va aller ailleurs. Ça va mieux se passer. Donc là, on est un peu sur les... Alors, au début, c'est les mêmes questions. Au tout début. Donc, souvent, les joueurs accélèrent parce qu'ils ont compris qu'ils ont un chrono. Donc, mais après, on peut peut-être que... voilà. Si bon, on va être cap. Oui. Donc, on peut accélérer le concept. Voilà, on sait, on a lu, en fait. Donc, voilà. Donc, on est intégré à la communauté chrétienne. Et on a 7 ans. On a un capital dans un format de 5 et un capital de 20. Alors, idéalement, il faudrait réussir à se rappeler. Je vous avoue, j'ai oublié. Mais je pense que si j'ai été raisonnable, le capital est un tout petit peu plus élevé que pour la fille. Normalement. On est à 20 de capital. Je ne sais plus tout à l'heure à combien on était pour la fille. Pour Marguerite, bâtarde d'aristocrate.
elle était peut-être un tout petit peu moins. Je ne sais plus, mais c'est le genre de choses que j'ai essayé de paramétrer pour essayer encore une fois. D'accord. Voilà. Mais il faudrait qu'il fallait que je rejoigne la cathédrale. Ouais, bah oui, c'est toujours pareil. Au début, en fait, il y a ce qu'on appelait la quête baptême, et puis ensuite la quête. D'accord. Donc, si tu étais né légitime dans un couple de parents mariés bien comme il faut, c'est sans doute que c'est la place que tu occupes parmi tes frères et sœurs qui aurait guidé ton destin. Mais puisque te voilà né bâtard et non pas fils ou fille de famille, imaginons que tu puisses trouver ta voie grâce à un petit test de personnalité. Donc, quel mode de vie te reconnais-tu le plus ? En fonction de tes réponses, tu seras clair ou un laïc. Tu es habile de tes mains, le travail manuel ne te rebute pas, bien au contraire. Tu ne répugnes pas à remettre l'ouvrage sur le métier tant qu'il n'est pas conforme aux attentes de tes aînés. Intégrer une corporation et pouvoir compter sur le soutien d'une confrérie d'entraide te réchauffe le cœur, car tu aimes l'idée de t'inscrire dans un puissant réseau professionnel. Tu consentiras à une vie de couple et prendras volontiers une épouse qui te donnera des enfants, hériteront de ton nom et de tes biens. Imaginez enfin qu'un jour on pourra t'appeler maître, te remplir de fierté. Et qui sait si tu n'aimeras pas aussi siéger au sein du gouvernement urbain. Tu répignes à verser le sang. Tant que la bougie n'est pas éteinte, tu ne quittes pas le livre que tu es en train de lire. Tu aimes en apprendre toujours davantage dans toutes les disciplines, le chant, la littérature, le calcul, l'astronomie, etc. Tu aimes élaborer des raisonnements savants qui impressionnent tes proches. Tu es assez inquiet du sort des autres et si tu peux leur porter secours, matériellement ou psychologiquement, spirituellement, tu le fais avec conviction. Tu renonceras sans trop de frustration à une vie de famille, car ta famille sera finalement celle de tous les fidèles qui écoutent tes conseils et que tu instruis au quotidien. Tu consens à ne pas être en possession de richesses personnelles, car ta richesse est celle du cœur. Tu compteras parmi les grands influenceurs de ton temps et grâce à cela, nul doute que tu ne manqueras jamais de prestige. Donc là, je dois choisir entre devenir artisan, enfin voilà c'est ça. Ou et rester laïque, c'est-à-dire pouvoir se marier. Et l'autre choix, c'est devenir ecclésiastique et sans doute avoir plus de pouvoir. D'accord. Mais ne pas se marier. C'est quand même c'est très détaillé, c'est-à-dire qu'on sent quand même que le choix est plus... Enfin, il y a plus de chances de devenir quelqu'un, quoi. En fait, oui, pour la fille. En fait, il n'y a que pour les personnages de garçons que j'ai fait c'est ce que j'ai appelé les tests de personnalité, comme si c'était un petit QCM de bord de mer, alors que évidemment, c'est pas comme ça que les choses se passent, hein, évidemment. Mais d'ailleurs, parce qu'on demandait sans doute pas trop aux enfants. C'est ce que je dis d'ailleurs, hein, quand on est un enfant né dans la norme, on fait ce que la famille et le lignage a prévu pour soi. Mais comme le bâtard, il est un peu à côté, un peu en marge, peut-être que justement, on peut imaginer que c'est une opportunité d'avoir finalement un tout petit peu plus de liberté pour choisir sa vie. Et donc, pour les garçons dans l'aristocratie, il y aura 3 choix. 3 grandes carrières, choix de carrière, mode de vie. Et pour les garçons de la bourgeoisie, il y en a 2. D'accord. Et donc après, c'est une question de... En fait, il y a ou ce qu'on a envie de faire, ou la curiosité de se dire qu'est-ce qui se passe quand je choisis une carrière de laïque et que... Est-ce que je vais finir par être appelé maître ? Est-ce que je vais être puissant ? Est-ce que je vais être riche ? Est-ce que je vais pouvoir me marier ? Et dans l'autre choix, c'est quel type de carrière ecclésiastique, à quel type de carrière ecclésiastique je peux accéder ? Alors, c'est vrai que dans le jeu, j'ai quand même amené beaucoup d'éléments de contexte qui relèvent du fonctionnement de la société ordinaire pour les légitimes, en fait, hein, indépendamment en fait, de la question de légitime ou illégitime. C'est après dans les petites difficultés ou les petites embûches, ce que je disais au début, les petites embûches dans le parcours, que les choses qu'on peut voir la bâtardise. En fait, par exemple, ce qui serait super dans un jeu amélioré, c'est qu'on ait des parcours témoins, qu'on ait le frère légitime, qu'on voit à quelle vitesse le frère légitime peut progresser, etc. D'accord. Là, j'ai dû un peu faire tout, c'est-à-dire poser le cadre et en même temps montrer des petites contrariétés ou des petites embûches, ou des fois des grosses embûches selon les choix antérieurs ou selon... voilà. Ok. Sinon, la dernière, donc tu es plutôt casanier, tu n'es pas trop rebelle à l'autorité, à la vie collective et à l'introspection. Tu aimes passer des journées entières dans une bibliothèque et tu fais preuve du plus grand soin à tenir tes cahiers. Tu renonceras aussi sans trop de frustration à une vie de famille, car ta famille sera finalement celle de tous ceux qui vivent dans l'enclos du monastère, où tu aimes à te promener en silence. S'il faut aider à administrer les domaines agricoles, tenir des comptabilités à jour et consigner jour après jour la mémoire des glorieux donateurs, tes compagnons pourront aussi compter sur toi. Tu mets toujours tes facultés intellectuelles ou manuelles au service du groupe. Bon, là, en fait... À moi de choisir. Ouais.
Voilà, en fait, c'est une vie de laïc, d'artisan dans la ville, une vie de clerc séculier dans le siècle, D'accord. les prêtres, etc., les évêques, ou une vie de moine, peut-être d'abbé dans le monastère. Moi, j'aimerais bien devenir artisan. Ouais, voilà. Eh bien, tu vivras en laïque. Donc là, je vais à l'atelier du tisserand, après. Ouais. C'est dans la boutique de ton père, tisserand de laine en ville, que tu trouveras les conseils dont tu as besoin. Pour trouver la ville, c'est simple, marche vers l'ouest. La ville regroupe derrière des murailles qui se voient de loin une foule d'habitants et plus encore d'activités. Tu devras aussi entendre de loin les cloches de nombreuses églises qui sonnent, mais aussi celles du beffroi des échevins. Suis la corde des paysans qui approvisionnent les marchés depuis les campagnes. Elle te conduira au bon chemin, donc à l'ouest. Faut aller à l'ouest. Comptez sur moi, mon père. Et là, on a une petite aide parce qu'on voit dans le cartel-lieu Oui. L'image du... Voilà. Ah, je le Là, on vois la en voit. bas. Donc je vais chez mon père. Maître Bertrand. Maître Bertrand, père de Jeanne. Mon fils, tu souhaites vivre en laïque et apprendre un métier. Mais sauras-tu reconnaître lequel de ces métiers puissants n'a pas fait enregistrer ses statuts auprès du représentant du roi sous le règne de Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle ? Regrattier de pain et de sel, talmelier, boucher, chandelier de suie, fileresse de soie à grand fuseau. J'ai été chercher les vrais métiers les plus difficiles à lire tous ces possible. métiers. Ah oui, bah oui, je Voilà. vois ça. C'est quoi tous ces métiers ? Donc voilà, est-ce que c'est des Alors, la question c'est quel métier, quelle corporation n'a pas fait enregistrer ses statuts au XIIIe siècle ? Bon, on peut pas savoir quand on est en 5e. Faut les Moi, essayer. je vais essayer de faire par élimination. Ouais. Boucher, je pense quand même que C'est une corporation très puissante. ça m'a l'air quand même d'être quelque chose qui... Voilà, ça me paraît très évident. Mais après, il y a des métiers, je ne sais pas ce que c'est. Chandelier de suie, j'imagine que c'est ces gens qui font des chandelles, quoi. Ouais, Donc c'est ça. j'imagine que ça existe. Fileresse de soie à grand fuseau, je vois le truc dans La Belle au bois dormant, là, vous voyez ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça me paraîtrait pas impossible. Talmelier, je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié ce que c'était. Et existe. regrattier de pain et de sel. Ça veut dire revendeur au détail. Oh bah, ça En fait, existe. quand on clique, mais peut-être que c'est ça pas que ça pas- n'existe Mais pas. peut-être qu'ils n'ont pas enregistré leur statut. Ouais. En fait, quand on clique dessus, on a une réponse, mais C'est celui qui fait commerce de détail. on a le corrigé. Et non, leurs métiers sont bien inscrits auprès du roi. Tu perds 1 minute. En fait, l'indice que je peux vous donner, c'est que les plus puissants sont les bouchers. C'est la corporation. Enfin, c'est une Ils corporation. n'ont pas besoin de s'enregistrer, quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de s'enregistrer Ah, parce qu'ils sont hyper puissants. parce qu'ils sont très puissants. D'accord. Même si normalement on n'avait pas trop le choix. Et par ailleurs, ils sont puissants parce qu'évidemment la viande, le commerce de la viande, Oui. le détail de la viande, c'est très important. Et en même temps, c'est une corporation qui a mauvaise réputation parce qu'elle manipule le sang, elle est en contact avec le sang. Donc il y a des tensions comme ça dans la réputation de D'accord. ce métier. La corporation des bouchers est une des plus grandes corporations parisiennes. Elle ne figure pas parmi les 101 métiers réglementés qui ont été enregistrés par Étienne Boileau, prévôt de Paris, en 1268. D'accord. Ouais, c'est bon à C'est bon à On savoir. ne sait pas, dans un dîner en ville, on ne sait pas. À tout moment, on peut le ressortir. On sait Petite pas, on sait pas. anecdote. On ne sait pas. Dans la famille, nous sommes des tisserands de père en fils. Mes fils, légitimes eux, puisque procréés de mon corps et de celui de mon honorable et loyale épouse Béatrix, seront formés dans mon atelier et tant qu'ils sont dans ma main bournie. Ouais. Main bournie. Main bournie, c'est dans l'autorité, soumis Da- à ma main, quoi, dans ma main. D'accord. Si je ferme, j'écrase. Si je Ok, tends la c'est- main, j'aide. Enfin, la main bournie, c'est un mot du moyen français pour dire ce qu'en latin on aurait appelé la patria potestas, donc D'accord. l'autorité parentale, l'autorité paternelle. Main bournie. Donc tant qu'ils sont dans ma main bournie, qu'ils vivent sous mon toit, ils pourront travailler sur l'un des métiers à tisser qui fait notre fortune et notre réputation. Venus en âge, ils pourront devenir maîtres à leur tour, sans acheter le métier au roi. Leur chemin est tout tracé. Mais ta mère à toi, Blanca, même si elle est fille de Prud'homme, ce n'est pas mon épouse. Tu n'es pas née de loyal mariage.
Même si tu es bâtard, il est de ma responsabilité de pourvoir à tes besoins essentiels. J'ai payé une nourrice pour qu'elle t'apporte les premiers soins et fortifie tes jeunes années. Tu vis sous mon toit avec mes fils et mes frères depuis bien des années maintenant. Il me reste à pourvoir ta mise en apprentissage, car bâtard, tu ne pourras pas devenir apprenti tisserand. Prud'homme, c'est... Prud'homme, c'est... on connaît aujourd'hui encore le tribunal des prud'hommes. Oui. Ça veut dire les hommes prudes, c'est-à-dire de bonne réputation, encore une fois, de bonne loyauté. Donc, ça veut dire son épouse légitime à Maître Bertrand est une femme de bonne réputation. Donc ça va. Des personnes de référence dans la communauté des tisserands. D'accord. C'est un peu la police du métier, on va dire. Ok. Il me reste à pourvoir ta mise en apprentissage. Donc, en tant que bâtard, je ne peux pas devenir apprenti tisserand. Non. Parce que dans les métiers... En fait, j'ai été chercher dans les métiers quel métier était très hostile à l'intégration de bâtards et quels autres étaient plus dans le fameux livre des métiers qui réglemente un peu tout ça. Quel métier laissait une petite marge d'interprétation à condition d'être soutenu par un réseau, voilà. Et les tisserands, les tisserands, les orfèvres, ce sont des métiers puissants, potentiellement riches. Il peut y avoir un peu des stratégies de contournement des règles. D'accord. Mais j'ai assez de relations et de ressources pour te faire entrer comme apprenti étranger chez un maître orfèvre de Paris. Seuls les membres légitimes de son lignage ou de celui de sa femme auraient pu être exemptés de ces quittances. Tu auras, toi, à gagner 100 sous l'an par ton travail afin de dédommager maître Joachim. Moi, je dis des fois Joachim, c'est mon côté pas angevine. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu ce nom-là, j'ai dit Joachim. Moi, je viens de région parisienne, on disait Joachim. J'ai appris à dire Joachim par acculturation. Et en Pays de la Loire, il y a une ville qui a Joachim aussi dedans, c'est pareil. Ouais, c'est l'Ouest. Voilà. Donc, maître Joachim, du boire et du manger, je te donnerai le pécule nécessaire pour t'acquitter aussi de l'obole à la caisse de la confrérie. Tu y travailleras le lune d'année. Trouve l'atelier boutique de l'orfèvre à Paris, vers le nord, au-delà du Grand Pont. Donc là, en fait, j'ai trouvé il se trouve qu'il y a un métier où les bâtards sont pas complètement exclus, mais par contre, il va falloir qu'ils travaillent suffisamment longtemps pour dédommager tous les frais liés à l'apprentissage. Et voilà. Et en fait, j'ai tous les. Je peux passer le pont. Ouais. Ce qu'il faut pas, mais je sais pas si je vais le dire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves de cinquième. Il faut pas tomber dans l'eau et comme il faut pas s'aventurer dans les forêts, ça bloque. Mais a priori, on peut aller dans la conception du jeu, les lignes, on va dire, sont quand même assez loin du pont. Atelier de l'orfèvre, j'ai trouvé. Non, c'est ça, on vient faire de l'orfèvrerie. Oui, je parle alors, voilà notre bon maître Joachim. Bienvenue, te voilà apprenti chez nous pour les 10 prochaines années. Donc là, il a 10 ans. Et on a des contrats d'apprentissage, plus souvent fait pour les garçons que pour les filles, même quand elles sont légitimes, orphelines de père. Et souvent, on entre en apprentissage assez jeune, encore plus jeune quand ce sont des filles, mais une dizaine d'années. Et là, on voit qu'il a perdu un petit peu de capital, normalement. J'ai perdu, oui. Un tout petit peu. Et puis, j'ai 20 ans maintenant. Voilà, parce que, on rentre, on a 10 ans, on a Joachim qui nous dit « Ok, tu vas être là pour 10 ans », donc une fois qu'on l'a lu, on considère que les 10 ans sont passés. D'accord. On a dû faire pas mal d'ellipses. Mais voilà. Donc, tu travailles avec minutie et grande rigueur depuis bien des années que tu vis sous notre toit. Les us et coutumes de notre corporation sont bien connus de toi. Et avant même le terme de la décennie d'apprentissage que notre métier exige de tout apprenti, tu t'es montré assez habile dans l'art pour gagner ta vie et subvenir aux frais de ta nourrice. Mais je n'oublie pas que tu es bâtard. Il devient urgent pour toi de donner des gages de l'honorabilité de ta conduite. Songes-tu à prendre loyalement femme si tu penses avoir quelques pécules pour assumer le douaire attendu et à subvenir aux frais du ménage? Le douaire, c'est c'est on va dire un peu le capital vieillesse, veuvage, c'est-à-dire la somme de biens ou d'argent que le mari réserve à sa femme en cas de veuvage. D'accord. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu de la dot. Donc c'est ce que Donc il y avait quand même quelques... oui. La dot, il y a des transferts patrimoniaux liés au mariage. Donc la dot, c'est ce que la famille de la femme prévoit pour sa fille qui intègre le revenu du couple, mais que la femme est en théorie en capacité de récupérer lorsque le couple est dissous, soit par la mort du mari, soit par... Voilà. D'accord. Je préfère garder ma liberté, rester jeune, sans charge de famille. Je consens à prendre épouse pour fonder une famille. Je suis capable de subvenir aux premières dépenses du ménage. Allez, on va tenter.
Marié à la face de l'église, parfait et avec la fille d'un barillier renommé. Ce métier sert les riches hommes puisque les maîtres fabriquent de précieux barils dans les plus belles essences de bois, mais aussi en or pour y receler senteurs rares, sauces ou liqueurs. Tes enfants nés de loyal mariage pourront devenir sans encombre ni frais d'apprentissage orfèvre comme leur père. Maître Nicolas, père de Anne, donc mon gendre, si tu réussis sans encombre le voyage jusqu'à Rome pour négocier un substantiel investissement de la part des banquiers du pape, tu auras encore davantage faire preuve de ta valeur. Hâte-toi, tu as 2 minutes pour trouver ce banquier provençal. Qu'on me prépare un équipage, je me mets en route tout de suite. Enfin, de suite. Alors, il me reste 2 minutes en tout. Oui. C'est où Rome ? Il faut aller à Rome. Il faut aller dans le sud. Ouais, il faut aller dans le sud. Après, une fois que la quête est gagnée, on récupère son chrono. Mais là, on a 2 minutes pour trouver la quête. Ok. Non, mais là, il faut que je traverse la rivière. Donc là, idéalement, si on a repéré où étaient les ponts, on gagne du temps. Faut que je tombe dans le pont de la Loire. Une fausse Loire. Vite. 2 minutes. Je cours à travers champs pour retrouver mon... Vite, un banquier provençal. Rome. Alors Rome, bon, on passe, il y a des Alpes. On va dire que... voilà, oui, ça c'est les Alpes, vaguement. C'est vaguement Rome. D'accord. Je passe le portail de Rome. Et là, je dois aller... chercher un banquier. Banque. C'est bon. Bravo, voici la lettre de crédit au profit de ton beau-père. Merci Bartholoméo. Bartholoméo le banquier. Retourne à Paris, à l'atelier du varillier Maître Nicolas. C'est reparti. Mais du coup, ça veut dire qu'il fallait... Enfin là, on va jusqu'à Rome, ça veut dire que... Pourquoi on va à Rome ? Parce que l'église ? Parce que... On va à Rome parce que autour du... Alors, on va à Rome parce que la papauté puissante. Donc, alors, la papauté, elle peut être à Avignon, d'ailleurs, autant qu'à Rome. Ça fait partie des choses que j'ai un petit peu fait simple pour pas... C'est vrai, oui. Voilà. Ça dépend des moments des derniers siècles du Moyen-Âge. Et pour dire qu'autour de la papauté, comme il y a besoin de beaucoup d'argent, il y a des banquiers. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces banquiers, on aurait pu les trouver dans les grands marchés, les grandes foires. Bon, j'ai pas créé des lieux de foire, j'aurais pu recréer les foires de Champagne. Là, on aurait trouvé les banquiers, etc. On n'était pas obligé de traverser l'Europe pour trouver une lettre de crédit. Mais c'était aussi une manière de faire un peu circuler mon artisan pour justement montrer un peu comment on pouvait s'inscrire dans des espaces politiques. Grâce te soit rendue, tu as été fort diligent et habile négociateur. J'ai pas beaucoup négocié, mais... Non, mais c'est rapide en tout cas. Donc mon épouse, ton père est un riche drapier et mon père un respecté maître barillier, mais en dépit de tes aptitudes exceptionnelles pour le métier d'orfèvre, nul n'a jamais pu intégrer une corporation sans être né de loyal mariage. Le soutien financier de mon père t'est acquis depuis que tu as réussi à négocier un important prêt avec les banquiers provençaux. Je te conseille de déposer une requête auprès du roi pour obtenir une légitimation de ta macule de géniture. Rends-toi à la chancellerie royale. Macule de géniture. Ça, c'est pour le coup, c'est la translittération de... alors non, enfin si, dans les sources écrites en français, on disait macule de géniture, là où on disait peut-être vicium generationis en latin. D'accord. Tâche liée à géniture, c'est le fait de naître. D'accord. Voilà. Parbleu, si je peux obtenir cette grâce du roi, je ne vais pas m'en priver. Bon, ça clignote. Le roi Louis qui me dit « Voici ta lettre de légitimation tout juste mise en forme par ma chancellerie. » Quelle efficacité, dis donc. Oui, c'est rapide. Hein. On a gagné un petit peu de temps dans les ellipses. Par contre, on a perdu un tout petit peu de capital, ce qui permet de se rappeler que ça coûte quand même. En vrai, ça peut coûter jusqu'à 1/3 du patrimoine de ceux qui demandent la légitimation. Là, j'ai pas été aussi exigeante, mais parfois, il y a des moyens de négocier cette légitimation pour être exempté de finances, ce qu'on appelle exempté de finances, c'est-à-dire de ne pas payer la taxe liée à l'obtention de cette lettre de légitimation. C'est évidemment dans la vie médiévale documentée beaucoup plus complexe que simplement trouver la porte, frapper et voilà. Maître Joachim, mon bien-aimé époux, est décédé. Donc c'est la veuve de Maître Joachim. Il t'a reçu comme apprenti et t'a traité comme fils de prud'homme, ainsi que l'exigent nos statuts. Ton père est un tisserand de laine puissant dans sa ville. Il commerce comme nous des produits fort prisés sur les plus prestigieuses foires du pays. L'honnêteté de ta conduite est toutefois moindre que la tienne, puisque tu viens de prendre épouse en loyal mariage. Au regard de tes capacités d'orfèvre, acquises aux côtés de Joachim, de pieuse mémoire, de l'honnêteté de ton mariage, seras-tu capable de devenir valet dans mon atelier, le temps que mes fils légitimes finissent leur apprentissage. Prouve-le en identifiant lequel de ces saints est le saint patron de notre métier. Saint-Pierre, Saint-Blaise, Saint-Éloi. Waouh! Faut essayer.
Je sais pas, Saint-Pierre, ce qui fait des pierres. Non, c'est celui des Non. boulangers. Ouais. Donc je perds une minute. Après, des fois, Saint-Éloi, on connaît, mais... Ta chance, je perds une minute, donc je recommence. Je vais essayer l'autre. il faut les faire. Saint-Blaise est le patron des maçons, donc c'est Saint-Éloi. Voilà. J'ai appris quelque chose. Mais si on a été assez rapide, on a le temps de se tromper et de tester les mauvaises réponses, en fait. Donc j'ai plus 10 et j'ai 30 ans. Ça y est, j'ai un peu de barbe. Un peu de barbe. Je suis bien content d'être salariée à présent dans l'atelier de la veuve Catherine. Je vais pouvoir assurer ma fonction de chef de feu. La veuve de Béatrix, veuve de Maître Bertrand. Mon époux, ton père, vient de décéder. Je suis sa veuve à présent. J'ai la garde des métiers à tisser, la responsabilité des apprentis et des valets. Ton père avait prévu un testament pour te léguer une part de ses biens si tu n'avais pas obtenu de lettre de légitimation. À présent que tu es légitimé par le roi, tu réintègres l'héritage. Réintégreras-tu le lignage? Je ne serai jamais tisserand comme feu mon père, mais réintégrer le lignage, c'est aussi réintégrer la mémoire familiale. Alors j'accepte bien volontiers, et cela me donnerait accès aux honneurs civils et aux actes légitimes, comme témoigner en justice ou faire établir un testament par un notaire. Cela peut toujours servir. D'un autre côté, je risque de me retrouver solidaire des dettes de mon père si j'accepte l'héritage. Je préfère rester à l'écart de toute tension familiale et préserver en l'état le capital que j'ai accumulé à travailler comme orfèvre. Moi, je crois que... Je vais rester à mon truc. C'est ton choix. Elle a l'air déçue. Hein. Et en même temps, bon, voilà, hein, elle est pas sa mère. J'ai fini. J'ai fini. Donc, voilà. Donc là, je en finis. Valet d'orfèvre à 35 ans, avec un capital de 70, une femme à 65. Il y avait de meilleurs choix, mais c'est pas mal. C'est quand même, voilà, c'est pas mal. Sur un moyen potentiel mal sorti. J'aurais pu recommencer. On pouvait recommencer, etc. Donc ça donne un petit peu l'idée. Ok. Eh bien, voilà, pour ceux qui souhaitent, je vous invite à aller essayer le jeu. Nous, on a essayé là aujourd'hui. On a montré 2 voies, mais apparemment, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Et puis chaque choix donne lieu à un autre type de vie. Et puis après, on teste. On va bientôt vous quitter, puisque ça fait bientôt 2 heures que nous sommes en train d'échanger. Parler du Moyen-Âge. Et du coup, avant quand même de nous quitter, je voudrais la poser. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais voilà, où est-ce qu'on peut suivre votre travail pour suivre un petit peu l'avancée? Enfin, alors, le programme se termine fin juin. D'accord. Mais vous continuerez à... De toute façon, le thème de recherche, il reste là. Alors, pour suivre le programme, le plus simple, c'est le carnet hypothèse que j'ai développé. Donc, sur je peux peut-être le mettre dans le chat. Donc, c'est Filiam... en tapant Filiam hypothèse. Alors Filiam, par contre, il va falloir aller Filiam tout attaché. C'est Filiam tout attaché. Comme ça. Ouais. Après, et il est même bien référencé. Il est très bien référencé. Voilà. Et il s'ouvre sur un beau logo. Le beau logo de Terre des Sciences. Donc ça, c'est la page d'accueil. Et on retrouve, on va dire, les actualités, les archives, les différents événements qui ont été développés. Je vais essayer de vous mettre ça bien, parce que là, c'est un petit peu... Donc, on a essayé de faire un petit outil, un blog. Oui, un petit blog qui permet de partager les différents axes de travail du programme. Parce qu'évidemment, là, on est sur un livrable de médiation, mais il y a une recherche derrière. Voilà, donc le blog, c'est pour l'instant la principale entrée. Après, voilà, je suis une universitaire classique, donc il y a des publications, il y a des articles de recherche, etc. Et on espère bientôt pouvoir partager des publications, un peu de synthèse. C'est pas encore, encore sorti. Oups là, oui, vous voyez tout. Ouais. C'était pas prévu. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de suivre le jeu. Et puis, attendez, je vais de suivre le jeu et le programme. Et puis, dès que ce sera fini, la petite collection de podcasts qui sera ajoutée à ce petit objet qui est le prototype de jeu. Donc, pour accompagner le jeu, qui du coup sortira, vous avez une idée? Le podcast, la collection de podcasts, avant la fin du programme, elle est en cours de réalisation. réalisation. D'accord. On aura
7 épisodes probablement. Super. Pour le podcast junior qui accompagnera un peu l'expérience du jeu vidéo. Et puis un podcast plus de partage de recherche, plus articulé autour d'entretiens, qui sortira aussi à la fin du programme. On se donne jusqu'à fin juin pour articuler tout ça, produire tout ça. Et puis je voudrais dire que pour un peu travailler aussi sur les représentations et les stéréotypes sur la bâtardise, j'ai voulu que dans cet environnement lié au podcast et ces médiations sensibles et sonores, il y a un petit rap qui soit écrit exprès pour le programme. Donc, un jeune artiste a écrit un rap, Eliota, un petit rap sur ces bâtardises. Je suis très heureuse de sa collaboration. Génial. Et donc, on va essayer de parler de bâtardises et de bâtards sans être censuré. Il faudra nous le partager. Dès que l'habillage sonore du podcast sera fini, ce rap sera fini. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, la collaboration avec Anne Delafosse pour réinformer les musiques, et puis à partir de là, permettre de faire réfléchir les jeunes publics qui iront sur le jeu sur ce que c'est qu'une source, qu'est-ce que c'est que l'historicité, comment on peut appréhender l'épaisseur du temps, parce que là, le jeu écrase énormément de la temporalité pour pouvoir quand même avancer. Et donc, le podcast me permet de réhistoriciser un certain nombre de choses, de déconstruire aussi un certain nombre de biais dans la construction du jeu. Donc, c'est un peu l'équivalent de mes notes de bas de page réinjectées, mais en essayant quand même de parler à des jeunes, peut-être pas des enfants, mais bon, peut-être des collégiens, des lycéens. En tout cas, ça s'appellera C'est quoi cette histoire ? Donc, il ne devrait pas être censuré, normalement. Le podcast, ça devrait aller. Mais en tout cas, nous, sur Écosciences, n'hésitez pas à le partager. D'ailleurs, le labo peut partager, vous, si vous le souhaitez, sur Écosciences. Et nous, ça nous fera un plaisir de le repartager sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi sur Écosciences Pays de la Loire, sur les réseaux sociaux, on repartagera justement tout ça. Et puis, si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer les liens. Je pourrais les mettre aussi en barre de description sur le replay YouTube. Je pourrais vous mettre les liens d'histoire en jeu, etc. Et puis, je dire qu'aussi, avec l'expérience du jeu, vous cliquez sur la version jouable du prototype. Et là, on a le lien. On a un onglet qui s'appelle Tester. Donc, on le trouve très, très vite, le jeu. On a le lien. Et avec le lien est associé un petit formulaire de retour d'expérience. Parce que, vous voyez, donc voilà le lien. Et un peu. Ça, c'est le FUA. Donc ça, c'est ce que vous... Ouais, c'était pas forcément le... Et là, le premier lien, c'est le jeu. Ça, je l'ai remis dans le chat. On est très en bas d'Unity. On ne l'a pas encore fait monter dans le référencement d'Unity parce qu'on voulait quand même prendre le temps de... Voilà. Mais par contre, le FUA, le formulaire anonyme, très... respectant toutes les règles du jeu élaborées par l'Université d'Angers, permet de faire des retours sur l'expérience de jeu, beaucoup de retours pour essayer d'améliorer autant que possible le gameplay et puis un peu l'ergonomie autant qu'on peut. Donc moi, je reste très à l'écoute de ce que chacun et chacune pourra partager de son expérience, et puis j'espère que les uns et les autres, vous apprendrez des petites choses sur le Moyen-Âge, quelques mécaniques sociales et un petit peu quand même de ce que c'est qu'être un bâtard. Et que finalement, tout n'est pas perdu d'avance. C'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous et puis de pouvoir avoir vos commentaires pendant le jeu. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention et pour cette émission. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, celles qui sont restées jusqu'à la fin. Bravo. On a eu une question, mais c'était... en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai l'impression que ça a intéressé des gens. On a eu des petits commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc si vous avez aimé ce live, à le repartager aussi une fois qu'il sera en replay sur YouTube. Normalement, ça devrait pas trop tarder. Et puis nous suivre évidemment pour être au courant de nos prochains lives. Le prochain est en mai. En tout cas, merci beaucoup. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain live. Merci. Au revoir à tous et à toutes.